Alors, l'intérêt de cet exercice, c'est qu'il mélange les probabilités et les suites. Et ça, c'est extrêmement classique, donc c'est extrêmement important que vous maîtrisiez parfaitement ce type d'exercice. Donc pour travailler de manière efficace, il faut absolument que vous commenciez par chercher cet exercice, puis ensuite seulement regarder la correction. Donc maintenant, appuyez sur pause, cherchez bien cet exercice, puis seulement après avoir bien cherché, regardez la solution. Alors, corrigeons la première question. La première chose à faire dans cet exercice, c'est de faire un schéma. On a des billes dans des sacs, j'ai donc représenté ces sacs, et à chaque fois, on prend une bille dans un sac et on la met dans le sac suivant. Alors, on nous demande de déterminer P de E1. Alors, E1, c'est quoi? Ici, on a En, donc on remplace N par 1. Et c'est quoi E1? C'est le fait que la bille tirée dans le sac S1, soit verte. Et ici, dans S1, comme il y a 2 billes vertes et 3 billes jaunes, et que toutes les billes ont la même probabilité de sortir, eh bien, la probabilité de tirer une bille verte, c'est 2 divisé par le nombre de billes, c'est-à-dire 5. Et maintenant, il n'y a plus qu'à l'écrire sur sa copie. Et donc, je commence par rappeler sur ma copie que toutes les billes ont la même probabilité de sortir, c'est-à-dire qu'on est dans une situation d'équi-probabilité, c'est ce que j'ai écrit ici. Et donc, la probabilité de E1, c'est-à-dire de tirer une bille verte, c'est le nombre de billes vertes, c'est-à-dire 2, divisé par le nombre de billes totales, c'est-à-dire 5. Alors ensuite, on nous demande de calculer la probabilité de E2 sachant E1. Alors j'écris sachant E1, et maintenant, il faut comprendre ce que ça veut dire que sachant E1. Alors ça veut dire quoi, sachant E1? Ça veut dire qu'on sait que la bille tirée dans le sac S1 est verte, et que cette bille, on l'a placée dans S2. Donc on a pris une bille verte du sac S1 et on l'a mis dans S2. Donc du coup, dans S2, qu'est-ce qu'on a? On a nos 2 jaunes, nos 2 vertes de départ, plus une verte qui vient du sac S1. Voilà ce que ça veut dire sachant E1. Et donc la probabilité de E2 sachant E1, ça veut dire la probabilité de E2 sachant qu'on est dans cette situation. Et E2 c'est quoi? C'est le fait de tirer une bille verte. Quelle est la probabilité de tirer une bille verte dans cette situation, c'est-à-dire sachant E1? Eh bien comme il y a 3 billes vertes, c'est 3 divisé par 5. Voilà comment on calcule P de E2 sachant E1. Donc pensez bien, quand vous avez du mal à traiter cette question qui est en fait très simple, à faire des schémas. Alors maintenant, on nous demande de calculer la probabilité de E2 sachant E1 bar. Donc là encore, on fait un schéma. Alors ça veut dire quoi, sachant E1 bar? Ça veut dire que dans le sac S1, eh bien on n'a pas tiré une bille verte. Ça veut donc dire qu'on a tiré une bille jaune qu'on a mis dans S2. Donc du coup, dans S2, qu'est-ce qu'on a? Eh bien on a nos billes de départ, nos 2 jaunes et nos 2 vertes, mais on a rajouté une bille jaune qui vient de S1. Donc on se retrouve avec 3 billes jaunes et 2 billes vertes. Et donc la probabilité de E2, c'est-à-dire de tirer une bille verte sachant E1 bar, c'est-à-dire sachant qu'on est dans cette situation, la probabilité de tirer une bille verte, et bien comme il y a 2 billes vertes, c'est donc 2 divisé par 5, puisqu'il y a 5 billes. Alors cette fois-ci, on me demande de trouver la probabilité de E2, mais probabilité de E2 sachant rien du tout. Donc on va commencer pour trouver cette probabilité par faire un arbre qui traduise la situation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'au départ, on tire une bille dans S1. Et cette bille, elle est soit verte, c'est-à-dire soit on a E1, soit elle est jaune, c'est-à-dire qu'on n'a pas E1, on a E1 bar. Et une fois qu'on a tiré une bille de S1, on la met dans S2. Si cette bille est verte, c'est donc qu'on est dans cette branche E1, eh bien on tire une bille dans S2, et cette bille, elle est soit verte, c'est-à-dire qu'on obtient E2, soit elle n'est pas verte, et on a E2 bar. Et pareil, si on revient à notre cas initial, on a tiré une bille, cette bille, elle est jaune, donc on a eu E1 bar, et donc on va tirer cette jaune, on va la mettre dans S2, et on retire une bille dans S2, et cette bille elle est soit verte, c'est-à-dire soit on a E2, soit on a E2 bar parce qu'elle est jaune. Et maintenant on va écrire les probabilités de chaque branche. Alors quelle est la probabilité de E1, c'est-à-dire de tirer une bille verte dans le premier sac? On l'a déjà vu, c'est 2 cinquièmes. La probabilité qu'on a ici, c'est la probabilité de E2 sachant E1. Et bien ça on l'a déjà calculé, E2 sachant E1 c'est 3 cinquièmes. Ici on a 3 cinquièmes, puisque la probabilité, la somme des probas qui partent d'un même nœud, ça fait 1. Donc si ici on a 2 cinquièmes, ici on a 3 cinquièmes, parce que la somme des deux, ça fait 1. Et enfin, ici, qu'est-ce qu'on a? C'est la probabilité de E2, sachant E1 bar, c'est justement ce qu'on vient de calculer. Et la probabilité de E2, sachant E1 bar, c'est 2 cinquièmes. Donc voilà, on a mis les probabilités sur chacune des branches qui nous intéressent. Alors ensuite, pour trouver la probabilité de E2, c'est très simple. On regarde dans l'arbre tous les chemins qui amènent à E2. Il y a donc ce chemin-là et ce chemin-là. La probabilité de ce premier chemin, eh ben, c'est ça fois ça. Et la probabilité du deuxième chemin, c'est ça
fois ça. C'est ce que j'ai écrit ici. Et ceci, c'est appliquer la formule des probabilités totales. Donc j'écris, d'après la formule des probabilités totales, eh bien P de E2, c'est la probabilité de ce chemin, c'est-à-dire 2 cinquièmes fois 3 cinquièmes, c'est ce que j'ai écrit ici, plus la probabilité de ce chemin, c'est-à-dire 3 cinquièmes fois 2 cinquièmes, c'est ce que j'ai écrit ici. Et si vous faites ce calcul, vous trouverez 12 25e. Voilà comment on calcule la probabilité de E2, ce qui termine la première question. Alors, corrigeons la deuxième question. On nous demande d'exprimer P de n plus 1, c'est-à-dire la probabilité de tirer une bille verte dans le sac n plus 1, en fonction de la probabilité d'avoir tiré une bille verte dans le sac numéro n. Voilà ce qu'on nous demande de faire. Alors, pour cela, eh bien, on va faire un arbre pondéré qui traduise la situation. Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que soit on tire une bille verte dans Sn, ça correspond à En, soit on ne tire pas une bille verte dans Sn, ça correspond à En bar. Et ensuite, si on a tiré une bille verte dans Sn, soit on va tirer une bille verte encore dans le sac d'après, c'est En plus 1, soit on va pas tirer une bille verte, on va tirer une bille jaune, ça correspondra à En plus 1 bar. Et de même, si on a eu En bar, c'est-à-dire si on n'a pas tiré une bille verte dans le premier sac, et bien dans le sac suivant, soit on va tirer une bille verte, ça correspondra à En plus 1, soit on va pas tirer une bille verte, ça correspondra à En plus 1 bar. Voilà l'arbre qui correspond à cette situation. Alors maintenant, il va falloir trouver combien valent les probabilités de chacune de ces branches. Alors comme ici on a En, et bien par définition ici on a la probabilité de En. Et ne soyez pas gênés d'écrire ça, parce que nous justement on nous demande P de En plus 1 en fonction de P de En. Et P de N, c'est exactement ce que j'ai écrit ici. Ensuite, là, qu'est-ce qu'on a? Eh bien, comme la somme des probas fait 1, si ici on a P de N, ici on a tout simplement 1 moins P de En. Et j'insiste encore une fois, c'est pas gênant d'écrire P de N parce que c'est ce qu'on me demande dans l'énoncé, d'exprimer en fonction P de N. Mais en plus, vous ne pouvez pas actuellement calculer P de N puisque ça va dépendre de ce qu'on a tiré dans les sacs d'avant. Alors maintenant, qu'est-ce qu'on va mettre ici? Eh bien ici, c'est la probabilité de En plus 1 sachant En, c'est-à-dire la probabilité de tirer une bille verte sachant qu'on a tiré dans le sac N une bille verte. Donc si on a tiré une bille verte, on l'a mis dans le sac suivant. Du coup, on se retrouve avec 3 billes vertes parmi 5 billes. Donc ici, cette probabilité, c'est tout simplement 3 sur 5. Et si ici, on a 3 sur 5, eh bien ici, on a 2 sur 5 pour que les sommes des probas fassent 1 quand on part de ce nœud-là. Alors maintenant, on va trouver la probabilité qu'on met ici. C'est la probabilité de En plus 1, sachant En bar. Ça veut dire quelle est la probabilité de tirer une bille verte, sachant qu'on n'a pas tiré une bille verte dans le sac d'avant. Ça veut donc dire qu'on a mis une bille jaune. Donc on se retrouve avec 3 billes jaunes et donc 2 billes vertes. Donc quelle est la probabilité de tirer une bille verte? C'est tout simplement 2 sur 5. C'est ce que j'écris ici, 2 sur 5. Et donc si ici on a 2 sur 5, et bien ici on a 3 sur 5, toujours pareil, pour que la somme des probas qui partent de ce nœud-là soit égale à 1. Donc voilà, on a réussi à trouver toutes les probabilités des branches de cet arbre. Et maintenant, je vais trouver P de En plus 1. Et bien pour cela, comme d'habitude, on regarde tous les chemins qui amènent à En plus 1. Et bien, il y a ce chemin-là et ce chemin-là. Et la probabilité de ce chemin, c'est P de N fois 3 cinquièmes, c'est ce que j'ai écrit ici. Et la probabilité de ce chemin, c'est 1 moins P de N, 1 moins P de N fois 2 cinquièmes. Et quand on écrit ça, en fait, on applique la formule des probabilités totales, c'est ce que j'ai écrit ici. Et maintenant, il n'y a plus qu'à arranger ceci pour terminer cette question. Alors déjà, 3 cinquièmes, je peux le remplacer par 0,6. Donc ici, j'ai 0,6 fois P de N. Ici, au lieu de mettre 2 cinquièmes, je peux mettre 0,4 et développer. Donc ça fait 1 fois 0,4, ça fait 0,4, moins 0,4 P de N. Et j'ai plus qu'à regrouper. Et donc 0,6 P de N moins 0,4 P de N, ça fait 0,2 P de N plus 0,4. Ce qui termine la deuxième question, puisqu'on a réussi à exprimer P de En plus 1 en fonction de P de N, c'est ce qu'on nous demandait. Alors, quand vous avez terminé une question, dans un problème, c'est important de regarder ce qu'il y a après, parce que ça vous donne une idée si vous êtes trompé ou pas. Et bien justement, si vous regardez la question d'après, on vous donne une suite et on vous dit que Un plus 1 égale 0,2 Un plus 0,4. Et bien ça doit vous faire penser à ceci. Si ceci P de N, je l'appelle Un, ici j'ai donc Un plus 1, et donc j'ai exactement Un plus 1 égale 0,2 Un plus 0,4, exactement ce que j'ai dans ma question suivante. Donc si j'ai trouvé ceci à ma deuxième question et que j'ai cela à ma troisième question, eh bien je me dis que je ne me suis pas trompé à la question numéro 2. Donc pensez bien quand vous avez fini une question d'aller regarder juste après pour voir si a priori vous êtes trompé ou pas. C'est extrêmement important. Alors, corrigeons la question 3a. On nous demande de démontrer que cette suite est majorée par 0,5. Ça veut dire quoi majorée par 0,5? Ça veut dire qu'elle est plus petite ou égale à
0,5. Et comme cette suite est définie par récurrence, puisque un plus 1 dépend du terme d'avant, eh bien on pense à faire un raisonnement par récurrence. Alors je rappelle la méthode. Premièrement, on pose Pn, la propriété qu'on veut montrer. Donc on commence par écrire soit Pn, le fait que un est inférieur ou égal à 0,5, c'est la propriété qu'on va démontrer. Et ensuite ça se démontre en 3 parties. Premièrement, initialisation, ensuite hérédité et enfin conclusion. Alors, l'initialisation, ça consiste à vérifier que cette propriété est vraie pour une certaine valeur de n la plus petite possible. Et comme cette suite, elle est définie à partir du rang 1, on va regarder si cette propriété est vraie à partir du rang 1. Et ça, c'est évident, puisque comme U1 vaut 0,4, 0,4 c'est bien plus petit que 0,5, c'est ce que j'ai écrit ici. Donc ça veut dire comme U1 est plus petit que 0,5, eh bien cette propriété, elle est vraie au rang 1. Donc P1 est vrai. Voilà qui termine l'initialisation qui est très facile. Alors l'hérédité, ça se rédige toujours de la même façon. On écrit soit un entier n supérieur ou égal à 1, parce que cette propriété, on va la montrer à partir du rang 1. Et ensuite on écrit, supposons que cette propriété est vraie pour cet entier n, et on va montrer qu'elle est encore vraie au rang d'après. C'est-à-dire qu'on va montrer que Pn plus 1 est encore vrai. Voilà ce qu'on va faire maintenant. Concrètement, je suppose Pn vrai, ça veut dire que je suppose que Un est inférieur ou égal à 0,5 et je vais montrer que Pn plus 1 est vrai, ça c'est ce que j'écris au brouillon. Je vais donc montrer que c'est vrai encore au rang d'après, c'est-à-dire je vais montrer que Un plus 1 est encore inférieur ou égal à 0,5. Et toute la question est comment passer de là à là. Alors ça c'est très simple parce qu'on veut passer de Un à Un plus 1. Et quand on a Un, comment on fait pour passer à Un plus 1? Eh bien on le multiplie par 0,2 et ensuite on ajoute 0,4. C'est exactement ce qu'on va faire maintenant. Donc je commence par multiplier des deux côtés par 0,2, comme c'est un nombre positif, ça ne change pas l'ordre, et donc j'obtiens 0,2 UN, et 0,2 fois 0,5, ça me fait 0,1. Voilà ce qu'on obtient, et maintenant je vais tout simplement rajouter 0,4. Et si je rajoute 0,4 des deux côtés, voilà ce qu'on obtient. Et là on reconnaît 0,2 UN plus 0,4, 0,2 UN plus 0,4, on reconnaît exactement UN plus 1. Donc on a démontré que UN plus 1 est bien plus petit que 0,5, c'est exactement ce qu'on voulait trouver. C'est ce que j'ai écrit ici, Un plus 1 est inférieur ou égal à 0,5. C'est exactement ceci, c'est exactement P de N plus 1. Donc on a démontré que P de N plus 1 est vrai. Donc j'insiste encore sur la méthode, on a supposé que UN était plus petit que 0,5 et on a montré que c'était encore vrai au rang d'après. Ça entraînait que UN plus 1 était encore plus petit que 0,5 et maintenant il n'y a plus qu'à conclure. Et donc j'écris que P1 est vrai et que Pn est héréditaire à partir du rang 1, c'est-à-dire pour tout entier supérieur ou égal à 1. Et donc comme la propriété est vraie au rang 1 et qu'elle se transmet au rang d'après, eh bien donc on en déduit que Pn est vrai pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Et démontrer que Pn est vrai, c'est démontrer que ceci est vrai. C'est exactement ce qu'on voulait. Donc on a bien démontré que Un est inférieur ou égal à 0,5 à partir du rang 1. Voilà qui termine la question 3a. Alors, corrigeons la question 3b, on nous demande de démontrer que la suite UN est croissante. Alors, je rappelle qu'il y a deux méthodes pour montrer qu'une suite est croissante. Première technique, vous calculez UN plus 1 moins UN et ensuite vous trouvez le signe de UN plus 1 moins UN. Si UN plus 1 moins UN est positif, la suite est croissante et si c'est négatif, la suite est décroissante. Voilà la première technique. Mais si cette première technique ne marche pas, il faut penser à procéder par récurrence. Et vous démontrez par récurrence que UN est toujours plus petite que UN plus 1. Voilà les deux techniques à votre disposition. Alors nous, on va essayer la première technique, c'est-à-dire sans récurrence, et si on n'y arrive pas, on essaiera la technique par récurrence. Alors calculons UN plus 1 moins UN. UN plus 1, je peux le remplacer par ceci, donc ça fait 0,2 UN plus 0,4, c'est-à-dire ça c'est UN plus 1 moins UN. Et maintenant, je vais regrouper les UN. Alors 0,2 UN moins 1 UN, ça revient à faire 0,2 moins 1, c'est-à-dire moins 0,8 UN plus 0,4. Et maintenant, reste à savoir si ceci c'est positif ou négatif. Et pour ça, il faut penser à utiliser la question A, c'est qu'on a démontré que UN est majoré par 0,5, c'est-à-dire que UN est inférieur ou égal à 0,5. Et donc j'écris, or UN est inférieur ou égal à 0,5. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est pas UN, c'est moins 0,8 UN plus 0,4. Moi, je connais ceci, UN, et bien qu'est-ce que je vais faire? Je vais le multiplier par moins 0,8 et je vais rajouter 0,4 et je vais voir ce que j'obtiens. Alors je multiplie partout ici par moins 0,8, donc ici j'obtiens moins 0,8 UN, et ici 0,5 fois moins 0,8, ça fait moins 0,4. Et attention, comme on multiplie par un nombre négatif, ça change le sens de l'inégalité. Et ensuite je rajoute plus 0,4 partout, donc ici j'ai rajouté plus 0,4, et moins 0,4 plus 0,4, ça fait 0. Et donc voilà, on a réussi à montrer que cette quantité, elle est positive. Donc ça veut dire que UN plus 1 moins UN est positif, et donc que la suite UN est croissante. Il n'y a plus qu'à l'écrire sur ça copie.
Et donc je rajoute que un plus 1 moins un est positif, c'est-à-dire que un est croissante. Et j'oublie pas de rajouter avant de faire ce calcul que ce calcul il est valable pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Parce qu'il faut que ceci soit valable quel que soit n, ici à partir du rang 1. Donc n'oubliez pas de rajouter sur votre copie que ceci est valable pour tout entier n supérieur ou égal à 1. Voilà qui termine la question 3b. Alors je voudrais insister sur un point parce que beaucoup d'élèves calculent bien un plus 1 moins un, mais souvent sont bloqués à ce niveau. Et c'est là qu'il faut réaliser qu'à la question A, vous avez démontré que un est inférieur ou égal à 0,5, c'est-à-dire que ce petit bout est inférieur ou égal à 0,5. Et bien qu'est-ce que vous faites? Vous l'écrivez et ensuite vous multipliez tout simplement par moins 0,8 et vous rajoutez plus 0,4. Et c'est comme ça que vous arrivez à un plus 1 moins un est positif. Donc surtout, ne restez pas bloqué à ce niveau-là, mais pensez à utiliser la question d'avant, un inférieur à 0,5, multiplié par moins 0,8 et rajouter 0,4. C'est très important. Deuxième point sur lequel je voudrais insister, si par hasard vous êtes bloqué, eh bien pensez à utiliser un raisonnement par récurrence. Ici, ça marchait. On peut très bien démontrer d'une autre façon que la suite un est croissante en démontrant que un, par récurrence, est plus petite que un plus 1. Alors, corrigeons la dernière question. On nous demande d'en déduire que la suite un est convergente. Ça, il suffit d'appliquer un théorème. On a démontré que la suite était croissante et qu'elle est majorée. Et vous savez que quand une suite est croissante et majorée, elle est convergente. Donc, c'est ce que j'écris. Un est croissante et majorée par 0,5. Donc, un est convergente. Maintenant, on nous demande de préciser sa limite. Alors, avant d'aller plus loin, j'aimerais insister sur une erreur fréquente qu'on voit dans les copies. Quand vous avez une suite un qui est inférieure à 0,5 et qui converge, ça ne veut pas dire forcément que cette suite converge vers 0,5. Elle converge vers un nombre qui est inférieur ou égal à 0,5. Mais attention, pas forcément 0,5. Donc c'est extrêmement important de ne pas écrire que si un est inférieur ou égal à 0,5 et qu'elle converge, elle ne converge pas forcément vers 0,5. C'est extrêmement important d'en avoir bien conscience. Alors maintenant, comme on me demande de trouver sa limite, eh bien je commence par écrire soit L la limite de un. Et je sais que L existe puisque je viens de justifier que un est convergente. Alors, on va chercher au brouillon sa limite et ensuite on le rédigera. Alors regardez, on va prendre la définition de un. On sait que un tend vers L, quand n tend vers plus l'infini. Donc si je fais tendre n vers plus l'infini, ce bout-là, il tend vers L. Donc tout ceci, tout ce bloc, il va tendre tout simplement vers 0,2 L plus 0,4. C'est ce que j'écris, 0,2 L plus 0,4. Quant à cet autre bloc, si un tend vers L, ça veut dire que un se rapproche aussi près que l'on veut de L. Mais c'est quoi un plus 1? Eh bien, c'est le terme d'après un. Et faites bien attention, un plus 1 ne tend pas vers L plus 1. Un plus 1, comme c'est le terme d'après un, eh bien, lui aussi tend vers L. C'est extrêmement important de bien le comprendre et j'insiste encore pourquoi, parce que un se rapproche de L aussi près que l'on veut, donc un plus 1, le terme d'après aussi. Donc un plus 1 ne tend pas vers L plus 1, mais tend vers L. Et comme ces deux suites sont égales, eh bien ça veut dire que la limite à gauche sera égale à la limite du bloc de droite. Donc on aura L égale 0,2 L plus 0,4 et il n'y aura plus qu'à résoudre cette équation pour trouver la valeur de L. Et donc j'écris que la limite de 0,2 un plus 0,4, la limite de 0,2 un plus 0,4 quand n tend vers plus l'infini, c'est tout simplement 0,2 fois L plus 0,4. Et j'écris également que la limite de un plus 1, c'est L. Et comme ceci est égal à cela, eh bien ça veut dire que la limite de ceci est égale à la limite de cela, c'est-à-dire que L égale 0,2 L plus 0,4. Et maintenant, il n'y a plus qu'à résoudre cette équation pour trouver la valeur de L. Alors c'est une équation du premier degré, il n'y a qu'à regrouper les L, donc ça fait 1L moins 0,2L, ça fait donc 0,8L égale 0,4, autrement dit L égale 0,4 divisé par 0,8, c'est-à-dire 0,5. Donc la limite de cette suite c'est 0,5. Alors il se trouve ici que un était inférieur ou égal à 0,5 et converge vers 0,5, mais ce n'est pas systématique, j'insiste encore une fois. Et dernier point sur lequel je voudrais insister, c'est interpréter le résultat qu'on a trouvé. On a donc démontré que cette suite un, elle tend vers 0,5. Mais c'est quoi un? On l'a expliqué à la question 2. Eh bien un, ça correspond à la probabilité de en. Et donc ça veut dire que la probabilité de n tend vers 0,5 quand n tend vers plus l'infini. Ça veut donc dire, vous vous souvenez que quand on prenait une bille et qu'on la mettait dans le sac suivant, on se posait la question, quelle est la probabilité de n, c'est-à-dire quelle est la probabilité de tirer une bille verte dans le sac numéro n. Et bien quand n va tendre vers plus l'infini, la probabilité de tirer une bille verte, ce sera 0,5. Voilà ce qu'on a démontré. Alors cet exercice est maintenant terminé. C'est un exercice extrêmement important parce qu'il mélange les probabilités conditionnelles, les arbres pondérés
et les suites. Et donc c'est extrêmement important que vous le maîtrisiez parfaitement. Et donc si vous avez eu du mal à le faire, il faut absolument que vous refassiez seul cet exercice, mais cette fois-ci sans regarder la correction. Et comme d'habitude, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la partager et à mettre un petit pouce vers le haut.